L'insomnie est une prison sans barreaux. Mais parfois, les murs de cette prison cachent des secrets que nous ne sommes pas prêts à déterrer. Voici le dossier numéro 5. Je m'appelle Damien, j'ai 35 ans, insomniaque chronique depuis l'adolescence. Le genre d'insomnie où ton cerveau refuse de s'éteindre, où tu passes des nuits entières à fixer le plafond en écoutant le monde dormir autour de toi. J'habite seul au 4e étage d'un immeuble HLM à Nantes, quartier Bellevue, et ma fenêtre de cuisine donne directement sur le jardin partagé de la résidence. C'est important, retenez ça. L'immeuble est une barre grise de 6 étages, construite dans les années 70, avec des murs si fins qu'on entend le voisin éternuer 2 étages plus bas. Le jardin, c'est un rectangle de pelouse triste coincé entre notre bâtiment et le parking, avec 3 arbres rachitiques et un bac à sable que personne n'utilise. La nuit, il est éclairé par un unique lampadaire orange qui donne à tout une teinte de film d'horreur des années 80. C'est à cause de ce lampadaire que j'ai vu Marc pour la première fois. Marc habite au 5e, juste au-dessus de moi. La cinquantaine, cheveux courts, poivre et sel, toujours en blouse blanche, parce qu'il est infirmier au CHU. Un type discret. On se croise dans l'ascenseur, il hoche la tête, je hoche la tête, fin de l'interaction. Pas désagréable. Juste invisible. Le genre de personne que vous oubliez 30 secondes après l'avoir vu. Sauf que depuis 3 semaines, Marc sort chaque nuit à 3 heures du matin. Je le sais parce que je suis éveillé à 3 heures du matin. Toujours. Et depuis ma fenêtre de cuisine, je le vois traverser le parking en portant un sac poubelle noir. Pas un petit sac. Un sac de 100 litres. Celui qu'on utilise pour les feuilles mortes ou les gravats. Il entre dans le jardin, il sort une pelle qu'il a planquée derrière le bac à sable et il creuse. 20 minutes chaque nuit. Il dépose le sac au fond du trou, il rebouche, il tasse la terre avec ses pieds, il range la pelle et il remonte. Méthodique, silencieux. Comme quelqu'un qui a fait ça toute sa vie. 18 nuits, 18 sacs, 18 trous, tous à des endroits différents dans le jardin, tous rebouchés et aplatis pour qu'on ne remarque rien le jour. Au début, je me suis dit que c'était des déchets. Peut-être qu'il avait des trucs à jeter discrètement. Des produits médicaux de l'hôpital, du matériel volé, je ne sais pas. Ce n'est pas mes affaires. Mais au bout de la 2e semaine, quelque chose a changé. Les sacs étaient devenus plus lourds. Il les traînait au lieu de les porter. Et un soir, j'ai vu quelque chose qui a fait basculer ma curiosité en peur. Le sac fuyait. Un liquide sombre coulait du fond et laissait une traînée sur le béton du parking. Sous la lumière orange du lampadaire, le liquide avait la couleur du café noir. Ou du sang. J'en ai parlé à Sylvie. Sylvie habite au 2e étage, appartement 2A. Retraitée, ancienne institutrice, 68 ans, permanente impeccable et regard de faucon. Elle connaît tout le monde dans l'immeuble, tout le monde dans le quartier, et probablement tout le monde à Nantes. Si quelque chose d'anormal se passait ici, Sylvie le saurait. Je l'ai croisée dans le hall un matin. « Sylvie, tu as remarqué quelque chose de bizarre avec Marc au 5e ?» Elle a plissé les yeux. Marc, toujours poli, jamais un bruit, mais maintenant que tu le dis, elle a baissé la voix. « Inès du 4e, en face de chez toi, tu l'as vue récemment ?» Inès. Appartement 4B, la porte à 3 mètres de la mienne. Jeune femme, la trentaine, infirmière aussi. Je crois qu'elle travaillait dans le même hôpital que Marc. On se disait bonjour dans le couloir. Elle portait toujours un collier avec un pendentif en forme de lune. Je me suis concentré, non. Je ne l'avais pas vue depuis 2 semaines. Peut-être plus. Son courrier déborde de la boîte aux lettres, a ajouté Sylvie. Depuis 10 jours au moins. Et j'ai frappé chez elle 3 fois. Pas de réponse. Mon estomac s'est noué. Infirmière disparue. Voisin qui enterre des sacs la nuit. Liquide sombre. Mon cerveau d'insomniaque a fait les connexions que mon cerveau de jour aurait refusées. Sylvie et moi avons monté un dossier, méthodiquement. Pendant 1 semaine, elle notait les horaires exacts. 3h02, Marc sort par l'entrée est, sac noir, se dirige vers le jardin. Moi, je filmais depuis ma fenêtre avec mon téléphone, zoom x5, qualité médiocre mais suffisante pour voir la silhouette, la pelle, le trou. On a accumulé 7 vidéos, 14 pages de notes manuscrites et un tableau Excel que Sylvie avait créé avec une rigueur que la NASA lui aurait enviée. On a aussi fait quelque chose d'interdit. Un soir où Marc travaillait de nuit au CHU, Sylvie avait vérifié son planning en se faisant passer pour une patiente au téléphone. Je suis descendu dans le jardin avec une lampe et une pelle. J'ai choisi le trou le plus récent, repéré grâce à la terre légèrement plus meuble. Premier sac.
J'ai déchiré le plastique avec les mains tremblantes. Dedans, des vêtements de femme, un chemisier blanc, un jean, des sous-vêtements, le tout taché de brun. Pas rouge vif, mais brun oxydé comme du sang séché. Taille 38 environ, la taille d'Inès. Deuxième sac, autre trou. Un téléphone portable, écran fissuré dans un sac congélation. Modèle Samsung, coque violette. Inès avait une coque violette, j'en suis presque sûr. Troisième sac, mon cœur s'est arrêté. Un collier, chaîne en argent, pendentif en forme de lune. Le collier d'Inès, celui qu'elle portait chaque jour sans exception. J'ai tout pris en photo, j'ai tout remis en place, j'ai rebouché les trous. Et le lendemain matin, Sylvie et moi sommes allés au commissariat de Bellevue avec notre dossier, vidéo, notes, photos, le tableau Excel de Sylvie et un résumé tapé en police Arial 12 avec des titres soulignés parce que Sylvie est une ancienne institutrice et que la présentation, ça compte. L'inspectrice Morel nous a reçus. Elle a feuilleté le dossier sans expression. Elle a regardé les vidéos, elle a noté la fréquence. Et le soir même, Marc a été interpellé à son domicile. Fouille de l'appartement. Les flics ont trouvé d'autres affaires d'Inès dans un placard. Un sac à main, des chaussures, une trousse de maquillage. Marc n'a pas résisté. Il n'a pas dit un mot. Il s'est laissé menotter et embarquer, et en passant devant moi dans le couloir de l'immeuble, parce que j'étais là, évidemment, sur le pas de ma porte, à regarder, il m'a fixé droit dans les yeux. Ce regard, je l'ai interprété comme de la culpabilité, comme la honte d'un homme pris sur le fait. Ce n'était pas ça, c'était de la pitié. Il avait pitié de moi, et je n'ai compris pourquoi que 48 heures plus tard. 2 jours après l'arrestation, l'inspectrice Morel m'a rappelé. « Monsieur Renaud, pouvez-vous passer au commissariat ? Il y a des éléments nouveaux dans l'affaire, son ton était différent, pas froid, prudent, clinique. » Elle m'a fait asseoir dans une salle d'audition. Pas un bureau, une salle d'audition, avec une caméra dans le coin et un miroir sans teint sur le mur. J'aurais dû comprendre à ce moment-là. Monsieur Renaud, nous avons examiné les caméras de vidéosurveillance du hall d'entrée. Le syndic en a installé une il y a 6 mois, après des problèmes de vandalisme. Elle a tourné un écran vers moi. Premier enregistrement. Date, la première nuit, 3h02, la porte de l'ascenseur s'ouvre. C'est moi, en pyjama gris, les yeux ouverts mais vitreux, un sac poubelle noir de 100 litres dans la main droite. Je traverse le hall. Je pousse la porte d'entrée. Je me dirige vers le jardin. J'ai senti le sol se dérober. Ce n'est pas possible, c'est Marc. Je l'ai filmé depuis ma fenêtre. J'ai les vidéos. L'inspectrice a hoché la tête. Vos vidéos montrent une silhouette, de nuit, à travers une fenêtre du 4e étage, filmée avec un zoom x5 sur un smartphone. La silhouette porte les mêmes vêtements que vous dans les enregistrements du hall. Même taille, même corpulence. L'angle de votre fenêtre ne permet pas de distinguer un visage. Elle a passé les enregistrements suivants, chaque nuit, même heure, même pyjama, même sac. C'était moi, pas Marc. C'était toujours moi. 18 nuits, 18 sacs. Pas une seule fois la caméra du hall ne montrait Marc. Marc sortait à 3h20 chaque nuit, après vous. On le voit sur les enregistrements. Il prenait sa pelle, allait dans le jardin et déterrait vos sacs. Il les remontait chez lui. Il les stockait dans son placard comme preuve. C'est pour ça qu'on a trouvé les affaires d'Inès dans son appartement. Il vous surveillait, monsieur Renaud. Il allait nous contacter cette semaine. Vous l'avez devancé. La pièce tournait. Mais je suis insomniaque. Je ne dors pas la nuit. Je suis éveillé à 3h du matin. Je regarde par la fenêtre. Les somnambules complexes ont souvent la conviction d'être éveillés pendant leurs épisodes. Ce n'est pas rare. Votre corps effectuait ses actions pendant que votre conscience créait un récit différent. Un récit où quelqu'un d'autre le faisait. Mais Inès, elle a disparu. L'appartement 4B est vacant depuis 8 mois, monsieur. Le propriétaire confirme. Le dernier locataire s'appelait Fournier, un homme de 45 ans, parti en août. Il n'y a pas d'Inès dans cet immeuble. Il n'y a jamais eu d'Inès. J'ai agrippé la table. Sylvie du 2e, appartement 2A. Elle la connaissait. Elle m'a parlé d'Inès. Elle a noté les horaires, elle a fait le tableau Excel, elle... Le regard de l'inspectrice a changé. Plus de prudence. De la compassion. Le genre de compassion qu'on réserve aux gens qui ne savent pas encore à quel point ils sont perdus.
L'appartement 2A est occupé par un couple, les Martin. Ils y vivent depuis 12 ans. Il n'y a pas de Sylvie dans cet immeuble. Pas de Sylvie, pas d'Inès. Le tableau Excel que vous nous avez donné, monsieur, les notes manuscrites, ce sont 2 écritures différentes, oui, mais notre graphologue a identifié la même main. C'est votre écriture, les 2. Vous avez modifié la pression, l'inclinaison, la taille des lettres, mais les micro-tremblements, les connexions entre les lettres, les proportions, c'est la même personne. J'avais écrit le dossier de Sylvie, j'avais fait son tableau, j'avais imité sa voix dans ma propre tête pendant des semaines. Les vêtements dans les sacs, le collier, le téléphone, ils appartiennent à une certaine Céline Vasseur, 31 ans, infirmière, disparue il y a 4 mois à Saint-Nazaire. Je ne connais pas de Céline Vasseur. Je ne suis jamais allé à Saint-Nazaire. L'inspectrice a posé une dernière pièce sur la table. Un ticket de péage. Autoroute A11, direction Saint-Nazaire. Daté de 4 mois plus tôt. Payé avec ma carte bancaire. Marc est infirmier en psychiatrie, monsieur. Pas au service général. En psychiatrie. Il vous avait identifié comme patient potentiel depuis des mois. Dans ses notes personnelles qu'il nous a transmises, il écrit que vous parliez à des gens dans le hall, dans l'ascenseur, sur le palier du 4e. Des gens que personne ne voyait. Marc a été relâché, disculpé. Il a déménagé le lendemain sans un mot. L'homme que j'avais fait arrêter, l'homme que j'avais traqué, filmé, dénoncé, cet homme essayait de me protéger. De me comprendre, de rassembler les preuves de ce que je faisais pendant que mon esprit construisait une fiction entière avec des personnages, des dialogues, des tableaux Excel et un méchant parfait au 5e étage. Il est 3 heures du matin. Comme chaque nuit, je suis éveillé. J'ai posé une caméra face à mon lit, un baby monitor que j'ai acheté exprès. Je viens de vérifier le flux sur mon téléphone. Mon lit est vide, mais je suis dans mon lit. Je suis dedans en train d'écrire ça. Je sens les draps, l'oreiller, la chaleur de mon propre corps. Et pourtant l'écran montre un lit vide, les draps froissés et la porte de ma chambre grande ouverte. Je n'ai pas ouvert la porte. Il y a un sac noir sous mon lit. Je le sens avec mon pied. Il est lourd, mou et tiède. Il n'était pas là quand je me suis couché. Et dans le hall, en bas, la caméra du syndic me filme probablement en train de traverser le parking, un sac à la main, pendant que je crois être dans mon lit en train d'écrire ce post. Qui est Céline Vasseur? Pourquoi avais-je ces affaires? Qu'est-ce que j'ai fait à Saint-Nazaire il y a 4 mois? Et surtout, qu'est-ce qu'il y a dans le sac sous mon lit? L'odeur est déjà là. Douceâtre, écœurante. Et le sac vient de bouger. Le dossier de Damien Renaud est l'un des plus troublants de nos archives. Il nous rappelle que le monstre le plus dangereux n'est pas celui qui se cache sous votre lit, mais celui qui partage votre propre visage. Et vous, êtes-vous certain d'être seul en ce moment même? Êtes-vous sûr que vos souvenirs de la nuit dernière sont les vôtres, ou ceux d'une conscience que vous ne contrôlez pas? Si vous avez déjà vécu des épisodes de somnambulisme inexpliqué, ou si vous avez trouvé des objets chez vous dont vous ignorez la provenance, racontez-le nous en commentaire. Vos témoignages sont les pièces manquantes de nos dossiers. Quant à moi, je vais vérifier mes propres caméras. On ne sait jamais qui traverse le hall à 3 heures du matin. C'était l'archiviste. Restez aux aguets.